Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Saint-Sauveur d'Auvergne, dans le département du Puy-de-Dôme, pour rencontrer Elisabeth, apicultrice bio au milieu des volcans d'Auvergne. Elisabeth est la 4e génération d'apiculteurs. La question du métier qu'elle fera plus tard ne s'est jamais posée. Les abeilles sont sa raison d'être et ça se sent. Il faut dire que c'est un sujet fascinant. Ces dames sont régies par de véritables règles de société et sont organisées comme personne. Malheureusement, elles sont en déclin depuis les années 90 et elles jouent pourtant un rôle essentiel dans notre alimentation et notre environnement. En plus d'être passionnée, Elisabeth est pédagogue. Elle nous explique donc dans cet épisode tout ce qu'il faut savoir sur ces incroyables pollinisateurs. Bonne écoute! Bonjour Elisabeth. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es et où c'est qu'on est actuellement ? Donc, je m'appelle Elisabeth Taillandier, je suis apicultrice depuis toujours. Donc là, on est sur la commune de Saint-Sauveur, dans le massif de Sancy, donc à 1 heure à peu près à l'ouest de Clermont-Ferrand. Donc on est en altitude dans un village assez ancien et pittoresque. Ouais, c'est magnifique. Et là, on est dans la boutique où tu vends tes produits issus de tes abeilles. Là, je suis dans l'atelier où je fais les fabrications, où j'extrais le miel et où les gens viennent aussi visiter la ruche. Un petit parcours à l'extérieur pédagogique et ils viennent déguster des miels et bien sûr les acheter ici. Et est-ce que tu pourrais nous décrire ton exploitation ? Où c'est que sont situées tes ruches ? Combien tu as d'abeilles ? Je ne sais pas si on te demande ça, mais est-ce que tu peux nous décrire ça ? Alors, en fait, donc moi je suis la 4e génération d'apiculteurs. Donc on a augmenté progressivement le nombre de ruches. On a toujours été sur Saint-Sauveur. Mais mon arrière-grand-père avait 10 ruches, mon grand-père en avait 150, mon père en avait 400. Quand je me suis installée avec lui, on est monté jusqu'à 600 ruches. Et maintenant, j'ai 250 ruches en bio depuis 2010. Mes ruches, elles sont situées dans le parc des volcans. Donc l'objectif, c'est qu'elles soient vraiment en montagne et dans le massif du Sancy et au milieu des volcans d'Auvergne. Et pour toi, ça a été quoi le déclic ? Tu le disais, tu étais la 4e génération. Oui. Ça t'a paru évident de reprendre ? Pour moi, quels que soient les stages que j'ai faits, autant en 3e qu'en master. Tout à la maison. Voilà, ça a toujours été quelque part, je ne sais pas, peut-être un instinct de survie ou quelque chose, ou une mission... comme on peut le voir dans les séries, il fallait que je perpétue la tradition et que je perpétue surtout les abeilles. Et maintenant, ce qui peut s'apparenter au sauvetage des abeilles. Oui, on en discutera ensuite. Justement, pour parler des abeilles, est-ce que tu pourrais nous parler du comportement des abeilles ? J'ai l'impression qu'elles vivent comme une société et qu'elles sont hyper organisées, non ? Alors, en fait, il faut considérer une ruche d'abeilles, une colonie, comme un corps humain dans son entier, donc où le cœur va être la reine, mais chaque individu est une cellule de l'entité générale et participe à sa survie. Donc si on en coupe, si on en détruit quelques-unes, c'est un peu comme si on les ampute d'un bras, d'une main, voire on les tue carrément. Ouais. Donc une colonie d'abeilles est régie par un ensemble de codes, de messages chimiques et qu'elle perpétue depuis la nuit des temps. Et alors du coup, là, tu nous as parlé de la reine. Le rôle de la reine, c'est quoi ? C'est d'assurer la perpétuation, mais le transfert génétique et puis d'assurer la survie de la ruche puisqu'elle pond les œufs tout simplement. J'ai vu qu'elle restait à l'intérieur tout le temps et qu'elle ne faisait que pondre. Voilà. Elle sortait une fois. Ah oui, la seule fois où elle sort, c'est pour son vol de fécondation et puis c'est tout. Et après, elle garde les spermatozoïdes et j'ai vu, elle peut faire jusqu'à 2000 œufs par jour en été, c'est ça ?
Donc, elle va avoir plus de 700 000 spermatozoïdes. Et ce qui est merveilleux, c'est que les spermatozoïdes restent vivants dans le corps de la reine pendant à peu près 4 à 5 ans. Ah ouais. Nous, les femmes, c'est 3 jours. Impressionnant. Et ensuite, il y a les ouvrières, donc. Elles ont quel rôle, les ouvrières? Donc, les ouvrières, elles assurent l'intendance générale. En fait, ce sont elles qui, avec les outils dont elles disposent sur le corps et puis avec leur capacité de se repérer, d'aller visiter les fleurs, elles assurent à la fois tout ce qui va être l'élevage des œufs de la nouvelle génération, voire même d'une future reine. Elles assurent la construction de la ruche, donc elles sont maçons, elles assurent sa défense et bien sûr, elles vont pourvoir à la recherche de nourriture. Ces rôles-là que tu nous donnes, j'ai l'impression en faisant mes recherches que ça évolue au fil de la vie de l'abeille, c'est-à-dire qu'au début elle nourrit les larves, ensuite elle bâtit la ruche et ensuite elle a le droit de partir butiner à l'extérieur, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement la même chose qu'un enfant. Un enfant quand il naît, on ne va pas le mettre sur une chaîne de construction automobile. Eh bien les abeilles c'est la même chose, c'est-à-dire qu'une abeille qui naît, même si elle a sa taille adulte, n'a pas un cerveau qui est suffisamment mature pour lui permettre de se repérer dans l'espace et de retrouver sa ruche. En plus, à différents stades de sa vie, l'abeille va avoir des glandes qui vont s'activer. Donc la glande pour fabriquer la gelée royale ou la glande ciriaire ensuite. Et donc ces glandes ne font fonctionner que pendant une période particulière de la vie de l'abeille. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est que même si elle... je suis bavarde parce que j'adore ça. C'est hyper intéressant, tu peux y aller. Même si cette glande, au bout d'un moment, s'atrophie, imposant à l'abeille de changer de métier, elle peut être capable, en cas de problème, de réactiver sa glande ciriaire, par exemple, pour fabriquer à nouveau de la cire, alors que normalement, elle est trop vieille. Et alors, pourquoi l'abeille elle est attirée par les fleurs? Parce que d'abord, c'est sa source de nourriture. Ensuite... Avec le nectar et le pollen, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc, elle va trouver de quoi se nourrir sur les fleurs. Mais on est sur un échange gagnant-gagnant, puisque la fleur a besoin de l'abeille, de l'insecte pollinisateur en général, hein, pas seulement notre abeille à nous. Il y a plusieurs dizaines de variétés d'abeilles qui sont différentes et qui remplissent la même mission. Donc la fleur a besoin de l'insecte et l'insecte a besoin de la fleur. Donc l'un et l'autre mettent en place des mécanismes d'attraction avec des couleurs, des arômes et puis surtout une richesse en pollen ou en nectar suivant les fleurs qui va être tout l'intérêt pour l'insecte. Tu le disais, effectivement l'abeille elle a besoin de se nourrir avec la fleur et c'est vrai on l'apprend pourtant au collège, mais on ne le retient pas assez que les végétaux sans les abeilles, ils se reproduisent pas, puisqu'en fait l'abeille, de ce que je voyais, elle prend le pollen un peu sur son corps en butinant les fleurs pour aller récupérer le nectar. Du coup, elle transfère le pollen d'une fleur à l'autre, et le pollen est l'équivalent presque d'un spermatozoïde qui va féconder le pistil de la fleur suivante, ce qui permet aux végétaux de se reproduire. Oui. Et on l'oublie ça. Donc après, on l'oublie. Alors la pollinisation, elle est assurée soit par le vent, soit par les insectes. Donc le vent nécessite qu'en fait la plante produise énormément de pollen. Ce sont ces pollens auxquels on est allergique, d'ailleurs c'est ceux qui nous font éternuer, parce que la plante doit en produire beaucoup pour qu'il y en ait un peu qui aille sur la fleur d'à côté. Alors que quand la plante produit du pollen mais utilise l'insecte pour transporter son pollen, comme la mission est accomplie à tous les coups, on a des plantes qui produisent moins de pollen et la pollinisation qu'on appelle croisée est indispensable pour certains végétaux et ça nous permet d'avoir à peu près une alimentation variée, 70% de ce qu'on mange dépend des insectes pollinisateurs. Ouais, c'est ce que je voyais, c'est incroyable. Et justement, en parlant de ce qu'on mange, il y a le miel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment les abeilles elles fabriquent ce miel? Alors, le miel, en fait, est issu du nectar des fleurs, qui à la base est un liquide sucré très riche en saccharose. Et l'abeille va avaler ce nectar et à l'intérieur de son estomac, qu'on appelle le jabot, elle va le digérer, elle va le transformer en miel, elle va l'enrichir de façon... Et c'est ça qui est fabuleux parce que l'abeille
domestique, enfin qu'on dit domestique, même si ce n'est pas le cas, est le seul insecte sur la Terre à être capable de fabriquer à partir du nectar des fleurs un produit très riche et très concentré qui va pouvoir se garder pendant des mois, voire des années, puisque ce miel doit lui assurer sa survie pour l'hiver. Elle va s'en nourrir l'hiver, donc il faut qu'on ait un produit qui soit très concentré en sucre, très varié, très riche, pour qu'elle ne meure pas de faim. Et je voyais que c'était le fait que les butineuses reviennent, il y a déjà une première transformation chimique dans le jabot, et ensuite les butineuses rentrent dans la ruche, et à ce moment-là, elles s'échangent le nectar qu'elles ont récolté avec les autres abeilles, et c'est ça aussi qui crée un liquide un peu comme du sirop au début. D'abord, ce qui se passe, c'est qu'une butineuse, comme elle a besoin du soleil pour se repérer, elle ne peut travailler que quand il y a du soleil. Donc déjà, quand il pleut, comme on a eu ces derniers temps, elle ne travaille pas. Quand il fait froid, elle ne travaille pas. Et de toute façon, les plantes ne produisent pas de nectar. Donc notre abeille qui va sortir un jour de beau temps comme aujourd'hui, il y a un caractère d'urgence. Elle doit rapporter un maximum de nectar à la ruche. Donc dès qu'elle arrive dans la ruche, elle le transmet automatiquement à une autre abeille, qui elle reste à l'intérieur et qui va assurer son déplacement et son stockage à l'intérieur de la ruche. Mais c'est pas encore du miel. Et la nuit, comme il n'y a pas de soleil, on ne peut pas bosser. Donc on va travailler à l'intérieur de la ruche. Et c'est à ce moment-là que tout le monde va reprendre le nectar dans son jabot et va achever la transformation de ce nectar en miel. Et du coup, après, elle le stocke dans les alvéoles, c'est ça ? Et ça reste là en réserve. Voilà. Donc à partir du moment où elles l'ont suffisamment synthétisé, où il a seulement 18% d'eau, dès qu'il a le bon pourcentage d'eau, elle ferme les alvéoles, elle les opercule et après, elles pourront ouvrir l'opercule des mois après. Le miel n'aura pas bougé, il sera toujours intact. Et du coup, ce qui fait qu'il y a une saisonnalité de la fabrication du miel, en tout cas pas de la consommation, parce que c'est un produit qui se conserve, mais de la fabrication. Oui, tout à fait. Alors après, quand on vit dans des pays plutôt exotiques, quand on vit aux Antilles, par exemple, il y a des fleurs toute l'année. Donc les abeilles sont un peu plus feignantes, c'est-à-dire qu'instinctivement, comme elles savent qu'elles ont à manger toute l'année, elles ont tendance à moins stocker de miel dans la ruche et encore que le réchauffement, enfin le dérèglement climatique est en train de modifier énormément de choses. Mais elles stockent beaucoup moins de miel que dans nos régions à nous dites froides où elles savent que la saison est très très courte et donc il faut ramasser un maximum de miel parce que l'hiver va être lui très très long. Oui, parce que sinon elles pourraient se nourrir juste avec le nectar qu'elles vont butiner directement. Alors ça, ce sont les bourdons ou les abeilles dites solitaires. D'accord. Elles consomment le nectar dès qu'elles le récoltent, mais elles le stockent très très peu longtemps. Et elles s'en servent uniquement pour les œufs qu'elles élèvent. Et alors ensuite, il y a l'intervention de l'homme pour augmenter cette production de miel finalement. Comment, toi, en tant qu'apicultrice, tu interviens de A à Z en créant les ruches, etc. Alors moi déjà, je suis en bio, donc ça veut dire que j'ai une pratique particulière. Puisque en bio, je ne peux pas utiliser des moyens, on va dire, alternatifs. Je ne peux pas les nourrir chimiquement avec du sucre. Ça doit rester extrêmement limité et en cas de famine seulement pour éviter qu'elles ne meurent. Donc en fait, je suis un chef d'orchestre qui est en permanence sur les ruches et puis qui regarde ce qu'elles font, comment elles travaillent, est-ce qu'elles en rentrent un petit peu. Et puis je n'interviens qu'à partir du moment où elles ont plus de place et qu'elles risquent de se retrouver coincées. C'est à ce moment-là que je vais poser des boîtes pour pouvoir récolter le miel. Et ensuite, j'interviens par floraison. C'est-à-dire qu'une floraison, un type de plante particulier comme le pissenlit, ça va fleurir pendant 3 semaines. Donc, je récolte au bout de 3 semaines. Mais cette année, par exemple, le peu qu'elles ont récolté, je leur ai laissé. Ça ne servait à rien de les amputer de miel. Et j'ai bien fait parce qu'après, on a eu 1 mois et demi où les abeilles n'ont pas pu sortir. Donc, tout ce miel qu'elles avaient récolté en mai, elles l'ont complètement mangé. Et heureusement, parce que c'est ce qui assure leur survie. Oui, il faut trouver le juste équilibre entre en prendre pour nous, mais leur en laisser pour qu'elles puissent manger. Tout à fait. Et puis surtout, quoi qu'on en dise, tous les sucres sont des sucres
de synthèse, puisqu'ils sont issus de betteraves ou de canne à sucre, qui peuvent contenir des résidus chimiques, et le sucre, ça reste du saccharose, alors que le miel, c'est pas moins de 10 sucres différents, c'est des vitamines, des sels minéraux, des substances antibiotiques. Donc, j'ai plus intérêt pour la survie des abeilles à leur laisser le miel qu'elles ont récolté plutôt que de leur piller et leur donner du sucre à la place. Ça sera bien meilleur pour elles. Tu nous parlais du miel de pissenlit, celui d'acacia aussi, on a celui de Bourdaine dans les Landes. Tu déplaces les ruches à côté de là où il y a la fleur pour créer le miel d'une fleur particulière? Moi, j'ai la chance d'habiter dans le massif du Sancy, où on a une des flores les plus riches et les plus diversifiées de France. On va trouver ici sur le Sancy des fleurs qu'on a dans le massif alpin. J'étais à Chamonix il y a 15 jours et effectivement on retrouve les mêmes fleurs que chez nous. Sauf que chez nous, comme il fait un peu plus doux, même s'il pleut un peu plus, les abeilles elles peuvent sortir. Donc après c'est à moi de m'adapter. On a des ruches qui vont faire 3 récoltes en restant au même endroit. Alors historiquement, mon père a transhumé les ruches jusque très loin, jusque dans les Corbières, dans les années 70, parce qu'à l'époque, dans le Sancy, on avait 6 mois d'hiver. Il neigeait de novembre jusqu'à avril quasiment. Alors, dans le midi, les abeilles commençaient à travailler plus tôt. Petit à petit, on s'est rapprochés, on a fait des transhumances que entre la plaine et la montagne, donc entre le secteur de Clermont-Ferrand, les bords de l'Allier, et ici le Sancy. Et là, petit à petit, je suis en train de limiter les transhumances parce que les abeilles ont beaucoup plus intérêt de passer l'hiver ici en montagne plutôt que de redescendre en plaine où elles vont pas trouver de nourriture et puis elles démarreront pas beaucoup plus vite avec le dérèglement climatique. Les transhumances, c'est comme le pastoralisme, c'est le fait de descendre les ruches en plaine quand il commence à faire très froid. Tout à fait. Donc en fait, maintenant j'attends quasiment le mois de novembre. Je ferme les ruches, donc ou un jour où il pleut, ou le soir à la tombée de la nuit, pour être sûr que tout le monde soit dans la ruche. Donc je ferme les ruches, je leur mets une petite grille à l'entrée, et je les charge dans le camion, et j'ai 3/4 d'heure à 1h30 de route pour les plus lointaines, et je les décharge soit le lendemain matin, soit le soir, sur leur nouvelle destination, sur leur quartier d'hiver. Et au tout début, comment tu fais quand tu installes une nouvelle ruche? Donc j'ai vu qu'il y avait des rayons dedans qui étaient déjà avec les alvéoles préfabriquées pour limiter le travail des abeilles et les aider dans la fabrication. Oui. Mais après, pour mettre une colonie d'abeilles dedans, comment ça se passe? En fait, maintenant, le plus simple, ça consiste à acheter une colonie d'abeilles qu'un apiculteur éleveur a déjà fabriquée. D'accord. Mais sinon, cette année, c'est ce qu'on fait beaucoup parce qu'on ne fait pas de miel. On participe à la régénération des colonies. C'est-à-dire qu'on prend une très belle ruche qui a beaucoup de monde. On va lui piquer 3 rayons avec les œufs et les abeilles qu'il y a dessus, ainsi que des réserves de miel. Et puis, on va mettre ça dans une petite ruche, une ruchette, et on va les emmener 3-4 km plus loin. D'accord. Et donc, après, on a 2 solutions. Soit on les laisse élever toutes seules comme des grandes une nouvelle reine, et on les surveille attentivement jusqu'à la naissance de la reine, donc 16 jours après. Et puis ensuite, on va surveiller la fécondation de la reine. Donc là, il va falloir encore au minimum 10 jours après, donc c'est assez long. Soit on fait ce que j'ai fait cette année, c'est-à-dire qu'on achète des reines auprès d'un éleveur. L'avantage, c'est que lui, il va avoir une vraie sélection du patrimoine génétique des rennes. Et donc les rennes, elles arrivent par la poste. Ce qui est super amusant cette année, c'est que les rennes, je les attendais. Et donc je suis allée voir le facteur à la Bourboule. Elles arrivent vraiment par la poste. Et donc le facteur me dit non, mais vous n'avez pas de colis aujourd'hui, c'est juste un colis Amazon. Je lui ai dit non, je commande pas Amazon. Donc, et donc effectivement, mes rennes étaient dans une boîte en carton. Amazon. Donc, alors non, même pas Amazon, mais pour lui, je ne pouvais recevoir qu'un colis Amazon et pas des reines d'abeilles vivantes, quoi. Et donc, mes reines arrivent dans des petites cages. Okay. Et je les introduis dans ces petits paquets avec les abeilles. Et l'acceptation, là, se fait assez vite. Elles sont tellement contentes d'avoir une nouvelle reine qu'au bout de 48 heures, la reine est libérée. Et que là, les reines que j'ai reçues la semaine dernière, elles sont déjà en train de pondre à nouveau. D'accord, ok. Mais comment on les repère, les reines, au milieu de toute cette Elles sont quand même plus grandes que les ouvrières. Et puis là, comme c'est un éleveur qui ne fait que ça,
il ne fait que vendre des reines et des abeilles, elles sont marquées avec une petite tache de peinture D'accord. qui va aussi qualifier leur année de naissance. Donc il y a des couleurs en fonction des années. Donc cette année, en 2021, c'est le blanc. Ok. Et combien de temps ça vit, une abeille? Et une reine Alors, une ouvrière, c'est reine, elle pareil? peut vivre 5 ans. D'accord. Alors, il y a des pratiques en apiculture qui consistent à systématiquement tuer les reines qui ont plus de 1 an. Parce que la reine va être à son maximum de ponte sa deuxième année de vie, puis après sa ponte va décroître. Moi, je trouve que cette pratique est trop barbare. Je ne tue les reines que si la colonie est déséquilibrée ou si elle a des pathologies, des maladies par exemple. Mais j'aime pas tuer les reines. Et ensuite, donc, les abeilles font le miel. Comment toi tu les récupères? Est-ce que tu racles les rayons à la main? Est-ce qu'il y a des techniques particulières? Alors oui, alors il y a plusieurs choses. Déjà, donc cette année, comme on est sur une année où il fait pas très chaud, pour récolter le miel, je vais le récolter avec un plateau chasse-abeilles. C'est moins traumatisant pour les abeilles. C'est-à-dire que je mets un petit plateau et les abeilles, elles vont descendre dans la ruche pour retrouver leurs copines et elles pourront pas remonter au niveau des réserves de miel. Et donc après, je récolte. Donc ça, c'est plus facile qu'utiliser un souffleur à feuilles qui va être plus brutal et surtout quand il fait frais. Les souffleurs à feuilles peuvent laisser beaucoup d'abeilles sur les herbes vertes. Donc déjà au niveau de la récolte, voilà comment je vais faire. Puis ensuite, je travaille par rucher, puisque même un rucher à 5 km du voisin, on peut avoir des saveurs ici complètement différentes. Ah ouais. Donc je récolte un rucher par un rucher et ensuite je vais l'extraire à la maison. Alors moi en bio, je ne chauffe à aucun moment. Donc je travaille manuellement avec un couteau et puis une centrifugeuse. Et à aucun moment le miel n'est chauffé, c'est uniquement mécanique. Et c'est la force centrifuge qui va faire sortir le miel des alvéoles. Après, maintenant, il y a une autre technique que je commence juste à tester. J'avais vu ça au Québec quand je suis allée en congrès mondial. Ça consiste à retirer les gâteaux de miel et à les presser. Et on laisse avec le miel une partie de la cire. D'accord. Alors, cette technique de miel pressé est surtout intéressante en termes d'arôme et de saveur parce qu'on a beaucoup plus de cire, de pollen, on a plus d'impuretés. Donc, c'est très riche. Mais en termes nutritifs, les organismes qui font des analyses de miel n'ont pas montré de différence entre un miel pressé et un miel extrait par force centrifuge. D'accord. Mais ça, c'est une petite tendance. L'année prochaine, normalement, on proposera aussi du miel pressé. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas parce goûter. que voilà, c'est moins transparent hein, puisqu'il y a des impuretés. Mais en termes de goût, c'est quand même génial. Et tu nous le disais, tu es en bio. Oui. Pourquoi tu as fait cette démarche et qu'est-ce que ça implique? Alors d'abord, je suis en bio depuis 2010. Donc là, c'est ma 11e année d'engagement. Donc ça date pas d'hier, c'est pas un effet de mode. Voilà. Au début, je suis passée en bio parce que y avait des gens dans le pays qui disaient ouais, mais c'est pas possible avec le miel qu'elle vend, elle peut pas le produire. D'abord, donc le bio, c'était la seule façon de leur dire bah non, ben moi je suis contrôlée chaque année. Il y a un type qui vient vérifier que ce que je fais chaque année, c'est correct, c'est conforme à un cahier des charges, que le miel que je vends, c'est bien ma production, et uniquement ma production, et que quand je mets une étiquette, bah derrière, il y a eu un contrôle, donc je ne trompe pas le consommateur. Et puis surtout, quand je suis passée en bio, comme les abeilles, depuis maintenant les années vraiment 90, sont infestées par un parasite qui leur suce le sang. En bio, on n'a pas le droit aux molécules chimiques, on avait droit uniquement aux acides organiques, aux huiles essentielles, et c'était la seule façon d'utiliser des méthodes alternatives. Ces huiles essentielles et ces acides organiques, on ne pouvait pas les utiliser en conventionnel, il n'y avait qu'en bio qu'on pouvait les utiliser. Donc c'était la meilleure façon que j'avais trouvée de pouvoir sauver mes abeilles. Passer en bio, utiliser ces molécules plutôt que des molécules chimiques et faire en sorte qu'elles se dépatouillent beaucoup mieux avec le parasite.
Donc, je vais faire la minute économie que je fais à chaque fois. Je voyais que le miel d'acacia, le pot de 250 grammes, tu le vendais 7,50 €. Est-ce que le bio t'implique une hausse de tes coûts et donc de ton prix de vente? Est-ce que tu arrives à garder un prix compétitif et t'y retrouver quand même? Comment tu gères Oui, là-dessus? moi ici sur le massif du Sancy, bien que je sois en bio, je mets vraiment un point d'honneur à ne pas être plus cher que les gens qui sont en conventionnel. Parce que je pars du principe que tout le monde doit pouvoir accéder au bio. J'ai malgré tout des gens qui essayent d'argumenter pour obtenir une remise. Et moi, je ne brade pas, par contre, mon travail. Ça, Oui, je ne bien fais pas sûr. de remise. Là, si l'acacia est à 7,50, c'est parce que cette année, j'ai fait 80 kilos d'acacia. Au lieu de faire une belle année de récolte d'acacia, on fait 600 kilos à une tonne. Ah ouais. Donc, même en le vendant 7,50 €, je suis loin de payer ma petite vendeuse et moi-même à ce tarif-là. Mais l'acacia, on n'a pas le choix, ça va devenir un miel rarissime avec le dérèglement climatique. Ouais. Dans les Landes, on n'en a quasiment pas eu de hiver. Cette année, c'est absolument général, c'est-à-dire que tous les apiculteurs du nord au sud de la France, ceux qui vont dans l'Ain ou ceux qui sont en Occitanie, n'ont pas pu faire d'acacia. La gelée qu'on a eue au printemps est descendue vraiment très bas. Je voulais discuter aussi avec toi du lien qui m'a l'air très fort entre agriculture et apiculture, au-delà du fait qu'on peut dire que l'apiculture est une forme d'agriculture, mais notamment avec les maraîchers, etc. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça Alors, les liens entre apiculteurs et agriculteurs, c'est juste une très longue histoire empreinte d'amour et de haine. C'est ce que j'allais dire, pas que d'amour, j'ai l'impression. Alors, d'abord, il faut savoir que dans des pays comme les États-Unis, les apiculteurs sont payés pour la pollinisation, notamment en Californie, pour les amandiers. Donc, les gens qui élèvent des ruches, leur revenu leur est fourni essentiellement par les agriculteurs. Puisque la pollinisation, c'est à peu près, je crois, c'était monté jusqu'à 150 à 180 $ pour une ruche. Au Québec également, donc toujours dans le continent nord-américain, on utilise beaucoup les abeilles pour la pollinisation des myrtilles. Et puis tout ce qui est petits fruits, framboises, fraises. Nous, en France, la pollinisation représente 5% de l'apiculture. Donc c'est extrêmement rare, c'est surtout sur des régions comme Toulouse. Bon, c'est assez peu. Donc les apiculteurs en France vivent de la production de miel. Ensuite, ce qui se passe, c'est que il y a eu de gros conflits entre les apiculteurs et les agriculteurs. Alors, pas vraiment les agriculteurs, en fait, ceux qui leur vendent des semences, parce que il y a eu des semences qui ont été enrobées de produits chimiques, et on s'est aperçu que ces produits chimiques étaient avalés par l'abeille quand elle butinait la fleur, donc essentiellement les colzas, les tournesols, et ça finissait par les tuer. Donc au bout d'un moment, enfin tout le monde a dit non, c'est pas vrai, c'est vous les apiculteurs qui êtes responsables, vous savez pas vous occuper de vos abeilles comme il faut. Finalement, les semenciers, quand ils mettent sur le marché des semences, maintenant, ces semences ne produisent pas de nectar. Donc si elles ne produisent pas de nectar, les abeilles ne vont pas les visiter, donc comme ça on n'est pas embêté. Mais on est quand même passé dans les années 80, quand on ne faisait pas de miel en montagne, les abeilles allaient sur le tournesol et la récolte moyenne par ruche de miel était de 80 kilos. Donc les abeilles, il n'y avait pas besoin de leur donner du sucre l'hiver, elles mangeaient ce miel de tournesol. Il y avait des molécules qui étaient utilisées pour les traitements qui sont maintenant interdites aujourd'hui, mais ça ne les tuait pas, ça n'avait pas d'impact sur leur santé. Maintenant, sur le tournesol, ceux qui vont mettre les ruches en pleine sur les tournesols, ils font 5 à 10 kilos de miel à la ruche quand les abeilles ne sont pas mortes de faim parce que la plante n'a rien donné. Alors, il y a un paramètre hygrométrie du sol, c'est sûr, mais les semences ne donnent plus de miel. Comme ça, les semenciers ont trouvé la solution. Ensuite, parallèlement à ça, la diversité de la nourriture pour les abeilles a énormément baissé dans les zones de plaine. Donc, elles ont remis les cultures, comme tout est nettoyé, qu'il n'y a plus de haies, qu'il n'y a plus rien du tout. Elles ont très très peu à manger et elles ont du mal à survivre. Alors, nous, en montagne, ce qui va nous préserver ici, ça va être la zone Saint-Nectaire. Parce qu'on est sur une
des plus vieilles AOC de France, avec donc des paysans qui ne peuvent pas faire d'ensilage et qui sont obligés d'avoir des prairies fleuries naturellement. Donc ça donne aux abeilles une petite nourriture supplémentaire. Mais nos collègues, par exemple, qui sont sur la lavande, connaissent aussi des problèmes similaires aux apiculteurs qui sont en plaine, parce que maintenant, la lavande, elle est à peine fleurie qu'elle est déjà coupée. Parce que, soi-disant, que ça permet une richesse supplémentaire, enfin plus d'arômes. Ici, les grandes tendances, la Chambre d'agriculture, c'est de dire il faut surtout couper l'herbe pour nourrir les vaches avant qu'elle arrive à la fleur, parce qu'elle utilise toutes les protéines et ça sera moins intéressant pour les vaches. Dans la réalité, on sait, j'en ai discuté hier avec un agriculteur, les vaches, elles mangent énormément d'aliments. Donc le modèle qu'instillent les chambres d'agriculture auprès des agriculteurs, bon, pour l'instant, ils ne savent pas trop sur quel pied danser. Ce qui est sûr, c'est qu'un agriculteur maintenant qui va faire de la viande, quand il vend sa viande sur pied à 3,50 € le kilo, on ne peut pas lui demander en plus d'avoir un engagement agro-environnemental. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a tout un compromis à retrouver parce que l'agriculture, notamment le maraîchage, tous ceux qui ont des vergers, etc., ont besoin des abeilles pour polliniser. Tu l'as dit, c'est une grosse part de notre alimentation. On a tous besoin des abeilles. À la fois, les agriculteurs, ils ont besoin de produire pour avoir des revenus, tu le dis, et donc il va falloir trouver un moyen de rééquilibrer tout ça. Et je lisais un rapport de l'INRAE qui proposait des solutions qui semblent, alors c'est facile à dire quand on n'a pas d'exploitation, mais pas si compliqué que ça, en mettant des fleurs en bord de champs notamment, des choses comme ça pour essayer de redonner ça aux abeilles. Alors oui, c'est super amusant parce que quand on était au Québec, il y avait une étude donc, sur ce congrès international qui avait montré, donc on était sur des régions d'Amérique du Nord, je ne sais plus, je crois que c'était le Maine, où il n'y avait que du soja et du maïs OGM. Donc avec des champs mais à perte de vue et puis plus rien, vous imaginez comme il peut y avoir aux États-Unis. Et ils avaient fait des tests en mettant une bande enherbée autour de chaque champ avec des fleurs, mais sur 300 mètres, donc c'est vraiment rien du tout. Et on avait vu revenir les insectes pollinisateurs à une vitesse phénoménale. Donc même, je ne veux pas me faire le chantre des traitements et des OGM, mais même dans des zones qui peuvent être polluées comme ça par les produits chimiques, il suffit juste de mettre quelques petites fleurs pour que les insectes reviennent à nouveau et de quoi survivre. Donc voilà. Parce qu'au-delà de tout ça, on a intérêt, nous humains, à ce qu'il y ait un maximum d'insectes qui persistent dans le temps, qui soient capables de se reproduire, que tout le monde ne disparaisse pas. Parce qu'au bout d'un moment, si tous les insectes disparaissent, on va se retrouver avec des problèmes d'alimentation, nous humains. La machine ne permettra pas la pollinisation de toutes les plantes qui nous nourrissent. C'est pas possible. Mais je suis contente d'échanger sur le sujet avec toi parce que mine de rien, c'est un sujet qui est revenu dans plusieurs épisodes. J'avais vu Floriane qui est maraîchère qui installe des ruches dans ses serres. Pareil, Mathieu Tissot avec ses vergers de pommes et de poires. Et j'en ai discuté aussi avec Thierry Beillet qui est agriculteur et on a parlé des néonicotinoïdes autour de la betterave. Je le conseille à tous les auditeurs aussi pour avoir aussi l'autre côté du truc où il nous disait les néonicotinoïdes c'est la seule solution pour lutter contre les pucerons. C'est un pesticide qui désoriente les abeilles notamment et qui participe au déclin des abeilles, mais aujourd'hui les agriculteurs sont complètement démunis, ils n'ont pas d'autre solution, donc c'est difficile de avec le modèle économique actuel. Là, il faut quand même mettre un bémol dans le sens où, oui, c'est la seule solution, parce que toutes les molécules, c'est la même chose que l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire qu'on a plein de molécules qui sont efficaces, mais qui sont tombées dans le domaine public, donc qui ne rapportent plus aux industriels. Donc les paysans ne peuvent pas les acheter. Elles ne sont plus commercialisées. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que d'acheter des néonicotinoïdes. Donc, après, il faut faire intervenir le législateur parce que, on s'aperçoit qu'il y a tel ou tel scandale sur les abeilles, et tout et tout. Et après, là, on parle de l'agriculture, mais je voyais aussi que nos modes de vie, de manière générale, c'est-à-dire l'urbanisation, les villes, la pollution, on en parle peu de tout ça parce que ça arrange sûrement tout le monde de moins s'en parler, mais ça a aussi un impact.
Oui, tout à fait. Alors, tout de suite, la grande mode, effectivement, pour contrer un petit peu cette urbanisation excessive, c'est de mettre des ruches sur les toits à Paris, etc. Ça nous Alors donne là, bonne confiance. ce genre de truc, c'est complètement incroyable et puis contre-productif, en fait. Parce qu'on a fait des analyses du miel de Paris, on s'est aperçu que la quantité de métaux lourds qu'il pouvait contenir, c'était absolument phénoménal. Mais bon, ça, c'est une chose. Et ensuite, ça permet à un industriel de montrer son engagement agroécologique parce que voilà, il a mis des ruches, il est super content. En plus, c'est défiscalisable, c'est génial. On dit aux particuliers, il faut mettre une ruche dans votre jardin. Mais enfin bon, là, ils connaissent pas l'abeille. Ils se retrouvent à se dire ah non mais il faut surtout pas les traiter, il faut surtout pas les soigner parce que on sait jamais, et donc ces abeilles se retrouvent infestées de maladies que nous apiculteurs professionnels on va ensuite attraper, et surtout moi qui suis en bio, qui n'ai pas le droit aux molécules chimiques pour soigner les abeilles, ça augmente mon travail. Alors il existe des formules qui sont quand même très sympas avec le biais des ruchers écoles, où ça permet d'avoir des générations, les petits vieux, les enfants, tout le monde peut dans le rucher école s'occuper des abeilles, et on a des abeilles qui sont correctement entretenues. Mais l'idée d'avoir une ruche dans son jardin, surtout quand on est en ville ou en banlieue, ça sert juste à enrichir le lobby des fabricants de matériel apicole. Et en plus, avec une conséquence, c'est que ça pousse à l'élevage intensif de reines d'abeilles. Et au niveau du potentiel génétique, on a des abeilles qui sont poussées un petit peu comme des vaches qui doivent produire tant de litres de lait. Donc, c'est des abeilles qui sont élevées pour faire de l'abeille. Et là, c'est pas très, très bon au niveau de la diversité génétique de nos abeilles et de leur survie. Ok, je pousse très très loin le raisonnement, mais bon, des fois, il faut être plutôt mesuré. Après, la seule solution, selon moi, consiste à faire confiance à des agriculteurs, de préférence engagés en bio. Maintenant, de plus en plus d'agriculteurs s'engagent en bio avec des multi-activités. Le maraîchage, c'est très prenant, mais ils font du maraîchage, ils ont des abeilles. Il vaut mieux faire confiance à ces agriculteurs, et ça permet aussi à chacun de montrer son engagement écologique. Il participe, ça coûtera de toute façon moins cher que d'acheter une ruche et de la mettre au fond du jardin parce que l'année d'après elle sera morte. Et ça permet à des agriculteurs aussi de survivre sur des petites exploitations, et ça c'est beaucoup plus intéressant. Et pour finir, clôturer ce chapitre, je vais te poser la question de l'auditeur. C'est Julien qui te demande quelles seraient les conséquences s'il n'y avait plus du tout d'abeilles, si on arrive à une extrême. Petit à petit, c'est ce qu'on a pu voir dans certains documents de science-fiction, si on va finir par manger des pilules. Parce Bon que appétit. de toute façon, il n'y a que les céréales qui n'ont pas besoin des insectes, donc le blé, le maïs. Donc voilà la qualité de notre alimentation, c'est essentiellement ça. Mais après, c'est clair qu'on n'a plus de fruits et de légumes. Donc si on veut avoir une alimentation équilibrée, il faudra manger des petites pilules chimiques. Et donc, selon toi, c'est quoi les solutions pour ne pas en arriver là et enrayer cette baisse des abeilles? Oh là là. La question est large. Moi, à mon faible niveau, j'essaye de préserver les abeilles, même si ça devient de plus en plus difficile. Et je trouve que la seule chose dont il faut avoir conscience aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Donc c'est notre attitude à chacun avec les voitures, le plastique, notre mode de consommation. Moi, je le vois au quotidien. J'ai des gens qui veulent absolument maintenant avoir tous les miels à tous les moments de l'année. Ça, il n'y a que l'importation qui permette de satisfaire ces gens-là. Donc il va falloir vraiment revoir notre mode de consommation, autant sur les fruits et légumes, sur la viande que sur le miel, et mesurer vraiment l'empreinte qu'on va avoir sur notre environnement. Donc, on le voit ces derniers jours là, avec la catastrophe qu'il y a eu en Belgique, ce n'est qu'un début. Et notre bilan carbone, il est complètement catastrophique. Donc la seule chose qui est importante, moi je fais à mon niveau. J'essaye de préserver l'abeille autant que possible. Donc c'est ma mission. Mais il faut aussi que chacun y mette du sien et puis revoie sa façon de consommer. Eh bien, je vais maintenant passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fière à toi d'être apicultrice? Alors, être capable de préserver, enfin de perpétuer la tradition, c'est sûr.
Et puis après, fière, je sais pas, parce qu'en fait, j'ai énormément de plaisir à être dans les ruches. J'ai énormément de plaisir à être au milieu des abeilles. Donc, bon, c'est elle qui m'apporte plus que je leur apporte en fait. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour qu'on étale notre science au prochain brunch où il y a du miel à table? Oui, donc je disais que j'avais reçu un groupe de NJ. L'objectif, c'était de montrer le parallèle qu'il pouvait y avoir entre l'organisation des abeilles et l'organisation d'une entreprise. Et donc, ils étaient 16 personnes, dont 10 messieurs. Donc déjà, les cadres dirigeants d'Engie, c'est essentiellement masculin. Ils sont repartis complètement déprimés parce que je leur ai dit, non, dans la ruche, ce sont les filles qui décident. Il y a un pouvoir hiérarchique qui est très appuyé, puisque c'est la reine qui décide et qui est sûre de son autorité et qui s'assure de son autorité en fabriquant des hormones. Donc comme ça, elle est sûre qu'elle n'est pas compromise. Et d'une, mais surtout, les mâles, non seulement ils n'ont pas d'outils pour travailler, mais ils sont plus gros que les autres, ils font rien, ils ne servent qu'à la reproduction, et encore tous n'y arrivent pas. et à la fin de l'été, ce sont les abeilles qui décident qu'ils ne passeront pas l'hiver, donc elles leur suppriment toute nourriture. Ah ouais. Et on est sur des sociétés qui marchent parfaitement bien. Parce que les mâles n'ont pas de dard, donc ils ne peuvent pas piquer, ils donc peuvent pas les défendre. mâles n'ont pas de dard, ils ne peuvent pas avoir de la place pour tout dans leur abdomen, c'est-à-dire avoir un dard et puis assurer la survie de l'espèce. Donc voilà, la nature ne les a pas pourvus de dard. Très bien, donc si on se fait piquer, ce sera par une femelle, forcément. Oui, forcément. Mais l'avantage, c'est uniquement si vous l'embêtez. Et la reine, quand elle pique, ne pique qu'une autre reine. D'accord. Elle ne nous pique pas, nous. Ah ouais, Donc, d'accord. les reines, je peux les chatouiller, même sur le ventre. Ah, Elles ne incroyable. vont pas me piquer. Ok, d'accord. Et ma dernière question, c'est où c'est qu'on peut te contacter, où c'est qu'on peut commander ton miel? Alors, donc, l'idéal et le plus simple, c'est toujours de venir à la ruche, donc de venir faire un tour dans notre beau Sancy, à Saint-Sauve. Et puis ensuite, sinon, on retrouve mes produits sur mon site internet ruchedesvolcans.com, ruche au singulier. Et pour tous ceux qui ont des questions, vous avez une petite truc contact. Et quand je ne suis pas aux abeilles, en général, je vous réponds par mail pour ceux qui ont plein de questions. Voilà. Génial. Bon, merci beaucoup, Elisabeth, c'était vraiment passionnant. Eh ben de rien, merci à toi. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.